On est dans le 7e mois, avec un pacifisme extraordinaire. Il demande une vraie transition, il demande à bâtir une nouvelle Algérie. Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie de Gaïd Salah et de son entourage d'imposer donc cette élection présidentielle? Alors, tout d'abord, à nouveau, je vous remercie pour votre invitation. Vous savez, au bout de 7 mois, j'ai eu le temps de réfléchir à ce qui se passe en Algérie. Ce qui s'est passé le 2 avril, lors de la destitution du président Bouteflika, c'est un coup d'État. C'est l'armée qui a pris le pouvoir en Algérie. Pourquoi l'armée a pris le pouvoir? Un coup d'État. Bien sûr, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État de palais, révolution de palais. M. Gaïd Salah a demandé à Bouteflika de démissionner. Tout le monde sait qu'il est mort, mais on va dire formellement, il a demandé de démissionner. Il a démissionné. Donc il a été destitué. La question qui se pose est, pourquoi l'armée, aujourd'hui, l'état-major de l'armée algérienne, bloque le processus de transition dont parlait le docteur Hirish? Est-ce que vous savez que dans tous les pays du monde, il y a une armée qui n'a aucune difficulté avec une transition politique? Que le président s'appelle X, ou le président s'appelle Y, ou que le gouvernement s'appelle A, ou un gouvernement s'appelle B, l'armée reste une institution respectée par l'ensemble de la population d'un pays, que ce soit aux États-Unis, en France, en Angleterre ou en Algérie. Donc la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi aujourd'hui l'armée algérienne, l'état-major algérien, ne souhaite pas qu'il y ait une transition politique, et dans tous les cas de figure, quel que soit le nouveau président, le nouveau gouvernement, elle sera respectée. Très bien. Et d'après vous, pourquoi? D'après moi. Et c'est les réponses que je peux apporter et sur lesquelles on peut échanger ensemble. Je crois que l'armée algérienne a peur de futurs règlements de compte. Je crois que l'état-major de l'armée algérienne a peur que si demain il y a un nouveau président, ce nouveau président va pointer du doigt certains dysfonctionnements de certains personnages de l'armée algérienne. C'est la raison pour laquelle je crois aujourd'hui que si l'ensemble du peuple algérien et avec ses représentants, nous ne donnons pas des garanties très claires à l'état-major de l'armée pour dire qu'il n'y aura pas de règlement de compte, pour dire qu'il n'y aura pas de procédure judiciaire et pour dire qu'il n'y aura personne qui ira en prison, je crois qu'on ne sortira pas du blocage institutionnel auquel nous assistons depuis 7 mois aujourd'hui en Algérie. Ça veut dire le déblocage est lié donc à ces garanties d'après vous? Oui, il faut absolument négocier une loi d'amnistie avec l'armée algérienne pour dire « ne vous inquiétez pas, personne ne sera poursuivi ». Car il n'y a pas d'autre explication au blocage aujourd'hui de l'armée. Quand je vois par exemple M. Gaïd Salah, et vous savez que je l'ai déclaré publiquement, en avril, en mai dernier, j'ai demandé à M. Gaïd Salah ou quiconque de l'état-major de participer à la surveillance de la modification de la Constitution, de façon à permettre à chaque Algérien de se présenter. Oui, très bien. Rachid Nekes, pourquoi c'est au peuple algérien de donner ces garanties, alors qu'on voit le comportement de l'état-major, à sa tête El Gaïd Salah, qui est en train d'emprisonner des jeunes, qui est en train de mettre en prison des symboles historiques comme Bourguiba, des militants politiques ou des chefs politiques comme Karim Tabou, des capitaines d'industrie. Pourquoi, alors que lui, il est en train de faire tout à fait le contraire? Monsieur Hirish a parlé d'apaisement alors qu'il est en train de faire le contraire de tout ça. C'est ce que je viens de vous dire. Quand quelqu'un a peur, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque. Aujourd'hui, l'état-major algérien a peur. Quand vous avez 20 millions d'Algériens dans la rue... Cette peur, on peut dire que c'est une genre de panique, il y a une certaine panique, que le peuple n'acceptera pas, que la situation peut continuer. Et depuis le 22 février, il l'a montré, il le démontre chaque semaine, qu'il ne voudra pas revenir à l'avant 22 février. Que pour lui, c'est clair. Personne ne peut tracer son destin comme avant. Mais je vais vous répondre. Ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, il se passe la même chose au Venezuela depuis 5 ans et à Hong Kong depuis 5 ans. Vous savez, le peuple, il a beau rester pacifique. L'armée, elle a des chars, elle a des missiles, elle a des avions. L'armée ne cédera jamais si elle a peur et si demain, elle risque d'être poursuivie par la justice algérienne. Je crois qu'il faut être très pragmatique. Il faut être pragmatique aujourd'hui. Ou bien on part dans un cycle qui va durer 10 ans,
où tous les vendredis, le peuple algérien va sortir. Et dans ce cas-là, le pays va couler sur le plan économique. On voit bien qu'ils veulent recourir à l'endettement extérieur, à la planche à billets. Ils l'ont déjà fait. Ou bien on essaie de négocier, comme cela s'est fait en Argentine, après la dictature dans les années 80. Mais vous savez très bien, Rachid Nekez, que quand on négocie, il faut deux parties. Et pour l'instant, l'autre partie, elle ne veut pas négocier. Alors, elle veut garder le pouvoir, elle ne veut pas le donner. Elle ne veut pas négocier. Elle ne le donnera pas. Et tous les signes sont là. Tous les signes. Depuis le 22 février, El Gaïd Saleh, il nous dit, nous, on est là, on est en train d'accompagner les revendications du peuple, alors qu'il est en train de faire tout à fait le contraire. Je suis d'accord. Chaque semaine, il sort d'une caserne, il nous fait un speech. Donc, clairement, Gaïd Saleh et son entourage, ils ne veulent pas qu'il y ait un changement de régime. Mais je viens de vous dire pourquoi ils ne veulent pas. Si vous permettez, je vais juste répondre à ça. Oui, absolument, tout à fait. Vous savez, aujourd'hui, que se passe-t-il en Algérie? Aujourd'hui, il y a eu la mise en place d'un nouveau conseil de la Révolution, comme au temps de Boumediene, après le coup d'État. Il faut être très clair. Aujourd'hui, nous assistons à l'émergence depuis 7 mois d'un conseil de la Révolution avec à sa tête M. Gaïd Salah. Regardez ces images. Ça ne vous rappelle pas les années 70? C'est dans les années 70 où, après un coup d'État, que se passe-t-il? Le général en chef se présente à la télévision entouré d'officiers de l'armée du pays. Nous assistons aux mêmes images que dans les années 70. Aujourd'hui, ce n'est pas le gouvernement qui a le pouvoir en Algérie, c'est un conseil de la Révolution avec à sa tête M. Gaïd Salah. Et il ne cédera ni lui, ni son état-major aucune parcelle du pouvoir tant qu'on n'aura pas compris qu'avec cette armée-là, il faut donner des garanties. Et s'il n'y a pas de garantie, nous allons nous orienter gentiment vers une situation à la vénézuélienne ou à la hongkongaise, c'est-à-dire que ça va traîner, traîner et traîner. Et qui va être le grand perdant? Ça va être le peuple algérien et l'économie algérienne. Regardez ce qu'a fait le Soudan. Le Soudan, le peuple a élu des représentants. Et ce sont ces représentants qui ont négocié avec l'armée soudanaise. Et on a bien vu qu'ils se sont tombés sur un accord. Ils ne céderont aucune parcelle du pouvoir. Et je vous donne un exemple. Est-ce que vous avez vu qu'à la va-vite, ils ont modifié la Constitution pour interdire à tout candidat de se présenter s'il n'a pas un niveau universitaire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si cette loi avait été pratiquée en 62, ni Boumediene, ni Ben Bella serait président, ni Boumediene, ni Chadli, ni Zaroual, ni Bouteflika, parce qu'aucun d'eux n'a eu un niveau universitaire. Donc on voit bien que le pouvoir a peur et utilise la Constitution pour empêcher quiconque de se présenter, sauf si bien sûr il sert les intérêts de l'armée. Avant que Hassan Zahraoui prenne la parole, Rachid, moi je suis assez sceptique là-dessus. Je suis assez d'accord que l'état-major, enfin un certain nombre de membres de l'état-major, je ne suis pas convaincu que ce soit tous, aient peur évidemment d'être poursuivis en justice. Mais une nouvelle Algérie n'est pas là pour instaurer l'impunité. 2, moi je pense qu'il y a un agenda qui n'est pas uniquement propre à l'état-major et propre à l'Algérie. Vous avez cité, Rachid Nekaz, l'exemple du Soudan. On a vu le rapport de force au Soudan. On a vu comment l'Arabie saoudite et les Émirats ont soutenu ouvertement la junte militaire au Soudan. Il a fallu l'intervention de l'Europe et des États-Unis pour aboutir à cette discussion, à ce dialogue entre les civils et les militaires. Ces mêmes Saoudiens, ces mêmes Émiratis ont actionné les mêmes leviers pour s'immiscer dans les affaires de la Libye à travers le maréchal Haftar. Ont-ils abouti ou pas? Oui, ça a abouti. Merci. En tout cas en Égypte. Ils se sont immiscés justement des affaires internes à l'Égypte. Ils se sont immiscés dans les affaires internes de l'Iran, du Qatar et s'immiscent dans les affaires internes de l'Algérie. Donc malheureusement, il n'y a pas que l'agenda algérien, il y a l'agenda aussi, et d'ailleurs le peuple algérien le crie dans la rue, en dénonçant justement l'influence émirate. Voilà. Voilà. Donc il n'y a pas que la problématique de l'impunité, il y a cette problématique géopolitique. Très bien, je reviendrai à vous, M. Hirish. Rachid Nekez, on doit donner la parole à M. Zahraoui qui attend. M. Zahraoui, encore une fois, marhaba bik, merci d'être avec nous. M. Zahraoui, vous avez entendu donc les arguments de Rachid Nekez qui dit qu'on doit donner donc, des garanties à